Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cet événement organisé par la chaire Territoire de l'ESS. En deux mots, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, parce que c'est une chaire toute récente qui date de septembre 2020, la chaire Territoire de l'ESS est une chaire qui est l'initiative de Timothée Duverger, qui a été fondée au sein de Sciences Po Bordeaux et dont le directeur scientifique et membre du conseil scientifique est Robert Lafoy. La chaire Territoire de l'ESS se donne pour mission principalement de développer la formation initiale et continue en lien avec l'ingénierie de projet territorial de l'ESS à Sciences Po, donc répondre aux besoins de formation des professionnels de l'ESS au fil des années. Une deuxième mission qu'on s'est donnée, c'est de valoriser les recherches-actions qui sont faites dans l'économie sociale et solidaire et d'accompagner leur développement. Et enfin, soutenir et développer l'engagement des étudiants, notamment à travers l'entrepreneuriat étudiant, mais aussi à travers l'engagement associatif et l'outillage de ces étudiants. Ce séminaire s'inscrit donc dans l'axe de valorisation des recherches-actions dans l'économie sociale et solidaire et de leurs méthodes. Et je vais passer la parole à Marion Pouzelet, qui a fait beaucoup à la chaire pour défricher ce sujet de la recherche-action et qui a organisé donc de A à Z les deux séminaires qui vont suivre. Merci Amélia, bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Donc effectivement, pour recontextualiser un peu ce séminaire, comme l'a dit Amélia, la chaire Territoire de l'ESS a entamé une réflexion sur la recherche-action, ses origines, ses différentes modalités et ses liens avec la recherche en ESS dès son début. Donc concrètement, la première étape a été de réaliser une note synthétique qui est disponible sur notre site et qui finalement reprend les principaux travaux qui ont déjà été faits sur la question. Cette note, elle a été réalisée avec le soutien de notre conseil scientifique qui est composé d'une dizaine de membres de toutes disciplines des sciences humaines et sociales. Donc suite à cette note, le conseil scientifique a jugé qu'il était nécessaire de prolonger les débats à l'occasion de séminaires. Et donc, nous y voici aujourd'hui. Donc, le séminaire d'aujourd'hui est divisé en deux sessions. La première session sera consacrée plutôt aux méthodes de recherche-action et à la posture du ou de la chercheur. Et en deuxième session, nous aborderons davantage les enjeux académiques liés à la recherche-action. Donc vraiment, je vous rappelle que ces séminaires sont ouverts aux échanges, que toute question, remarque ou partage d'expérience sont bienvenus, que ce soit dans le chat ou vous pouvez aussi prendre la parole directement. Donc pour cette première session sur les méthodes et la recherche-action et posture de méthode de la recherche-action et posture du chercheur. Donc cette session en fait, elle va chercher à questionner les différentes positions que peuvent avoir le chercheur qui pratique la recherche-action, ce positionnement par rapport à son objet de recherche, ou encore discuter des enjeux de réflexivité et de scientificité qui peuvent avoir lieu lors d'une recherche-action. L'enjeu sera également aussi de soulever, de rendre compte les différentes initiatives et méthodes de recherche-action qu'ils peuvent utiliser. Et donc, pour cela, nous avons Laurent Fraisse, qui est l'un des quelques chercheurs à avoir un peu théorisé ces méthodes et postures de recherche, qui est présent aujourd'hui, ainsi que Hugues Bazin, qui est le fondateur du LISRA. Et je vais leur laisser la parole sans plus tarder. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Écoutez, merci en tout cas pour l'invitation à intervenir dans ce séminaire. Je dis tout de suite que je n'ai pas la prétention d'avoir théorisé l'ensemble des postures, méthodes en matière de recherche-action. Donc moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de partir d'un retour réflexif sur mon parcours de chercheur en économie sociale et solidaire, pour un peu essayer de monter en généralité par rapport à ce terme de la recherche-action en ESS. Voilà. Donc, en un mot d'où je parle, donc moi je suis chercheur contractuel socio-économiste, rattaché au LIS, le laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique qui est au CNAM. Et en fait, j'ai été amené à faire dans le cadre d'un travail de thèse un retour rétrospectif sur 20 ans de recherche en ESS. En fait, ce retour, donc je vous propose en fait comme plan d'intervention, d'abord de faire quelques remarques liminaires sur quelques enjeux qui me semblent de société liés à la recherche-action,
d'ensuite expliquer d'où je parle de ma posture pour essayer de regarder au regard de mon parcours des critères qui permettent de distinguer recherche-action de recherche que j'ai appelée conventionnelle, et puis ensuite de l'illustrer à travers un ou deux exemples dans mes pratiques de recherche-action que j'ai pu conduire. Et puis ensuite, il y aura, j'imagine, un débat et un dialogue avec Hugues Bazin qui a sans doute beaucoup plus réfléchi que moi sur la question de cette conceptualisation de la recherche-action. Alors, je prends ce terme d'ailleurs recherche-action, je dis de manière un peu générique, puisque ça a été le titre qui a été du séminaire. Je sais qu'il y a plusieurs dénominations, recherche partenariale, recherche participative, mais j'imagine que ça fera partie de toute façon des débats. Les trois remarques un peu liminaires et générales que je voudrais faire, c'est qu'il me semble qu'il y a un enjeu, il y a des enjeux de société aujourd'hui autour de la recherche-action. Le premier, c'est que je trouve qu'on est aujourd'hui pris dans une situation entre, d'un côté, une forme d'académisation des sciences humaines et sociales, avec une nécessité de publier finalement de plus en plus dans des revues spécialisées qui sont finalement qui produisent une connaissance assez peu diffusée au niveau des acteurs, et puis la spécialisation du champ ou des champs fait que finalement la capacité, on va dire, du monde académique et universitaire à peser sur le débat public n'est pas si forte que ça. Et de l'autre côté, on a une défiance croissante d'une partie des citoyens vis-à-vis de toute expertise et de toute connaissance scientifique qui conduit, on le voit bien avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'information, avec ce qui est appelé aujourd'hui le complotisme, une sorte de relativisation de tous les savoirs et une mise sur un pied toute forme finalement d'opinion et de connaissance. Et donc, il me semble qu'entre ces deux pôles, la recherche-action peut avoir justement une place pour à la fois réconcilier peut-être science et société, science et citoyens, dans la capacité à effectivement coproduire un certain nombre de connaissances et de savoirs crédibles, plutôt que de transformer ce qui relève de la défiance aujourd'hui dans une posture plus constructive, même si elle peut être critique, qui associe davantage acteurs et chercheurs. Le deuxième enjeu et remarque, il est entre, finalement, me semble-t-il, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, de plus en plus de chercheurs qui revendiquent ces postures de recherche-action. Aussi, il me semble, une conceptualisation tant dans le monde anglo-saxon que francophone, un renouvellement en fait de la réflexion épistémologique sur le sujet. Donc, il y a toute une série d'articles, de publications, d'ouvrages spécialisés dans le domaine qui ont renouvelé le champ. Et donc, aujourd'hui, je trouve que les outils conceptuels pour penser ces postures et ces méthodologies sont, on va dire, il y en a davantage sans doute qu'il y a une quinzaine d'années. Et en même temps, on voit bien qu'il y a un débat, on voit bien que la légitimité de la recherche-action est toujours discutée, à construire, à consolider par rapport à d'autres formes de savoir plus positivistes, voire même critiques. Et on voit bien qu'on peut toujours être rabattu et renvoyé à des formes de militantisme en sciences sociales. Et vous voyez bien à quoi je fais référence aujourd'hui sur le débat dans le public. Il y a une sorte de déconsidération des SHS et de la sociologie, puisque une partie de la sociologie, on voit bien dans le débat public, qui considère qu'une partie des chercheurs sont des militants. Donc on voit bien que la recherche-action pourrait être aussi attaquée de ce point de vue-là. Troisième considération et dernière considération préliminaire, c'est sur la recherche-action et l'économie sociale et solidaire. Et je crois que là, il y a une filiation et sans doute peut-être une histoire à écrire et qui est un petit peu oubliée, où la production des savoirs en économie sociale et solidaire, et peu importe les terminologies d'ailleurs employées, a toujours été et fortement construite entre chercheurs et acteurs. Et si je prends quelques figures, on va dire, enfin voilà, qui ont structuré le champ en France, je pense à Henri Desroches, je pense à Jean-François Dapry, je pense à Daniel Lemoustier ou à Jean-Louis Laville. Chacun à leur manière, finalement, ont toujours produit une connaissance en forte interaction avec les acteurs et les acteurs organisés du champ.
hein, sous des formes différentes. Il ne s'agit pas d'entrer dans les détails, mais c'est de faire un constat. Et pour autant, il me semble que en ESS, la recherche-action est dans sa spécificité du rapport à cette histoire est sans doute sous-conceptualisée. Et en tout cas, il y aurait une histoire à reprendre ou à refaire, peut-être a été faite, mais en tout cas, je n'en ai pas connaissance. Et en tout cas, il y a toujours eu de la volonté des acteurs de l'ESS, une volonté aussi de maîtriser la production de connaissances, ou du moins d'y participer, à la fois parce que sans doute ils ne trouvaient pas réponse dans la sphère académique aux enjeux qui les animaient, mais aussi dans une volonté aussi de pouvoir y participer. Et je prendrai, pour illustrer un petit peu ça, deux exemples. D'abord, dans les supports, par exemple, la RECMA, qui est une revue de référence sur l'économie sociale et solidaire, a longtemps, et toujours aujourd'hui, mais plus peut-être hier qu'aujourd'hui, ouvert ses colonnes à des articles d'acteurs et pas uniquement de chercheurs. Je pense aussi aux ouvrages édités par Jean-Louis Laville, à commencer par un dernier ouvrage aux éditions RS, Quel monde associatif pour demain, où vous avez une coexistence dans cet ouvrage collectif de chapitres écrits par des acteurs et des chapitres écrits par des chercheurs. Voilà, donc il y a aussi dans des formes de publication, et puis on le voit bien dans la production de données, il y a des observatoires, l'observatoire de l'ESS par exemple, qui a un partenariat avec l'INSEE pour produire de manière régulière des données sur l'économie sociale et solidaire, mais on voit bien qu'en région, il y a aussi la construction d'observatoires, par exemple de la vie associative, qui visent à mener des enquêtes et produire, et qui sont souvent à l'initiative de têtes de réseau. Voilà. Donc cette volonté aussi des acteurs de produire des connaissances, elle a toujours été partie prenante et participante. Donc ça, c'était mes remarques un petit peu générales sur les enjeux de la recherche-action en ESS. Et j'en viens maintenant plutôt à un peu d'où je parle. Donc moi, j'ai été pendant... donc j'ai fait un retour réflexif, notamment sur un parcours de recherche. J'ai été un des chercheurs du CRIDA, le Centre de recherche et d'information sur la démocratie et l'autonomie, qui a été fondé par Jacques Gautrat, Jean-Louis Laville et Bernard Hem au début des années 80, auquel également ont participé, puisqu'ils sont là, Laurent Gardin et Elisabeth Aboukolo, et qui se voulait justement à la fois un lieu de médiation entre le monde académique, puisqu'on a toujours été rattaché à un labo de sociologie, et puis la société civile organisée, en l'occurrence plutôt l'économie, la composante solidaire de l'ESS. Et ma position dans cette équipe, elle était effectivement d'un triple ancrage, à la fois académique, c'est-à-dire en se soumettant à un jugement par les pairs dans différentes instances, à la fois dans la recherche contractuelle, puisque le financement des postes passait beaucoup par des recherches contractuelles, mais aussi des situations de chercheurs engagés en tant que CRIDA dans un certain nombre de collectifs ou d'ensembles. Je pense au mouvement d'économie solidaire, je pense au pôle de socio-économique solidaire et à l'ensemble des rencontres qui ont pu avoir lieu au tournant des années 2000 autour de globalisation de la solidarité ou des débats sur l'économie solidaire dans les forums sociaux, ou encore, et plus récemment, ma collaboration au sein du labo de l'ESS, qui est un think tank, donc qui vise à produire des recommandations et des propositions pour les pouvoirs publics. Donc voilà, triple ancrage, triple positionnement, et je dirais aussi triple expérimentation de méthodes, puisque j'ai à la fois fait de la recherche que je pourrais qualifier de conventionnelle, j'y reviendrai là-dessus, par exemple des travaux de comparaison européenne sur la petite enfance ou sur l'économie sociale et solidaire. J'ai également fait de la recherche-action, et j'y reviendrai, et j'ai fait ce que j'ai essayé d'un petit peu de faire une proposition, j'ai fait ce que j'ai appelé de la participation observante, ou ce que d'aucuns appellent, pour renverser les termes, de l'action recherche. Voilà, et je reviendrai un petit peu plus tard. Donc plusieurs aussi postures et expérimentations. Alors, comment les distinguer pour pouvoir aller dans le sujet de distinction des postures et des méthodes? Ben moi, je mettrai en avant 6 critères qui permettent de distinguer les choses. D'abord, il y a la posture du chercheur et son degré d'interaction avec les acteurs. Et donc, vous avez quand même toute une série de postures assez classiques. On peut
positiviste, mais qu'on peut retrouver aussi dans une partie de la sociologie critique qui vise à mettre à distance le chercheur vis-à-vis des acteurs dans une position un peu de surplomb. Et d'une certaine manière, c'est le protocole, la méthode de recherche qui va effectivement chercher à éviter les parasitages de l'interaction avec les acteurs et qui est un gage de scientificité et d'objectivité. Alors qu'effectivement, dans la recherche-action, on assume pleinement, et c'est son rôle, l'interaction qui existe de toute façon toujours en sciences humaines et sociales. On est dans la société, donc il y a toujours de l'interaction, mais elle est plus ou moins importante et dense. Le deuxième critère ou élément, c'est le statut accordé aux acteurs. Soit on est effectivement dans une recherche conventionnelle où on considère que les acteurs, finalement, dans une position, on va dire, un peu extractiviste des sciences sociales, où on considère que les acteurs sont des fournisseurs d'informations, qu'on va aller recueillir par différentes méthodes, entretiens, questionnaires ou autres, peu importe. Ou alors on considère effectivement que les acteurs, individuellement et collectivement, ont une capacité réflexive et sont aussi des producteurs de connaissances. Et donc, effectivement, la recherche-action implique de considérer que les acteurs sont aussi des producteurs de savoir et ont une capacité réflexive. Troisième critère, c'est le statut des connaissances. Et donc, du coup, effectivement, il me semble que dans la recherche-action, la grande séparation, d'une part, entre savoir savant et savoir profane de l'autre, qui serait finalement deux sphères parallèles et séparées, où finalement la traduction serait compliquée ou seulement maîtrisable, on va dire, par les chercheurs. Là, lorsqu'on est dans la recherche-action, il s'agit au contraire de faire circuler les savoirs profanes et académiques, faire un travail justement de traduction et de médiation pour questionner dans les deux sens les catégories utilisées par les acteurs parce qu'elles font sens, mais aussi par effet de retour sur la pertinence des concepts mobilisés par les acteurs. Ce qui suppose évidemment de prendre dans la recherche-action pleinement le fait qu'il y a une performativité des connaissances en sciences sociales et que celles-ci peuvent transformer le réel et agir sur les actions. Donc là, il me semble que ça suppose aussi derrière de savoir et de débattre sur la question des supports de transmission de ces connaissances, de la formalisation de celles-ci, avec souvent, si on produit ou coproduit une connaissance qui vise à la fois à être éventuellement circulée dans la sphère académique, mais aussi dans la sphère des acteurs qui le produisent, parfois des formes de diffusion de connaissances plurielles, sur des supports pluriels. Alors, cinquième critère, ou de quatrième, je ne sais plus, voilà, quatrième critère, pardon, c'est évidemment le degré de participation ou les formes de participation des acteurs à la recherche-action. Et là, de manière... ouais, j'ai sauté un critère, je vais regarder après. Et la participation est là de manière classique, et c'est fait bien fait dans la note de la chaire ESS qui s'inspire du travail de Maïté Jouan, qui elle-même reprend des travaux, qui en fait disent qu'effectivement les acteurs peuvent participer à l'ensemble des étapes de production de la connaissance. Ça va de la formulation des enjeux à sa traduction en problématiques, de la définition d'une méthode au recueil d'informations et de données, à leur traitement, à leur formalisation, à leur mise en débat et à leur diffusion. Voilà. Donc, on voit bien que là, la recherche-action est plus ou moins intégrale selon que la participation des acteurs se fait à l'ensemble des étapes ou seulement sur certaines, le recueil des données, la problématisation, la mise en débat et l'interprétation des résultats. On voit bien que une recherche-action est plus ou moins de ce point de vue participative et complète. Il y a également ce qui est peut-être rétrospectivement en préparant la rencontre, je me suis aperçu que je n'avais pas forcément bien mis ça en avant dans mes retours sur mes travaux, c'est la finalité de la recherche d'action, c'est-à-dire on voit bien que celle-ci peut être, comme c'est bien indiqué dans la note, émancipatrice ou militante, qui vise vraiment à transformer la société. Elle peut être
aussi beaucoup plus fonctionnelle et pratique. Elle peut aussi viser à améliorer une situation, à la rendre plus efficace, à gérer, à sortir d'un conflit. Voilà, donc on le voit bien, hein, entre la sociologie de l'organisation en entreprise et puis effectivement peut-être des formes beaucoup plus participatives lors de mouvements sociaux. On peut avoir des effets de transformation qui sont plus ou moins fortes. Et j'ajouterais, ces effets de transformation, ils sont aussi plus ou moins complexes selon les acteurs auxquels on s'adresse. Est-ce que c'est déjà des acteurs collectifs organisés, par exemple, et professionnalisés? Je pense par exemple à des têtes de réseau qui ont déjà des ressources, une certaine capacité, qui interviennent déjà d'une certaine manière dans le débat public, ou est-ce qu'on a affaire à, par exemple, à des personnes qui sont isolées, dominées, précarisées, pour lesquelles la prise de parole, la participation a un enjeu existentiel qui n'est pas si facile, en tout cas qui demande un travail au long cours. J'ajouterais encore un critère qui est celui de la contractualisation et de l'institutionnalisation de la recherche-action. Autrement dit, est-ce que celle-ci fait l'objet de quelque chose qui est assez formalisé et contractualisé entre chercheurs et acteurs, c'est-à-dire donnant lieu effectivement où la place de chacun est relativement bien définie, où le rôle de chacune des parties prenantes est relativement bien balisé finalement dans un protocole avec un déroulement où les attendus sont bien, on va dire, formulés en amont, ou est-ce qu'on est dans des formes de recherche-action beaucoup plus bricolées, qui relèvent de détournements et éventuellement de dispositifs de recherche qui sont faits de briques et de brocs entre du militantisme, des différents types de financement, voilà. Et donc, on voit bien qu'on peut avoir des systèmes à la fois plus ou moins formalisés, contractualisés, mais aussi institutionnalisés, c'est-à-dire est-ce qu'on se trouve effectivement dans des dispositions où finalement la recherche-action est reconnue par les financeurs, par les labos de recherche, et soutenue. Toujours l'exemple souvent qui était où on était toujours très envieux dans les années 2000 des systèmes québécois de recherche par partenariat qu'on appelait les ARUC. On avait l'impression que là, il y avait une sorte d'assise institutionnelle et financière à la recherche-action en économie sociale entre chercheurs et acteurs, alors qu'on avait l'impression que ici en France, on faisait ça de manière beaucoup plus bricolée ou détournée d'une certaine manière. Donc ce statut un petit peu institutionnalisé me semble aussi important à souligner. Alors, du coup, à partir de ces différents critères, comment effectivement pouvoir effectivement illustrer les types de recherches que j'ai pu conduire? Je prendrais pour ce faire tout simplement les recherches que j'ai pu conduire en économie sociale et solidaire, et par exemple sur la question de l'action publique et de l'ESS, ou des politiques publiques et de l'ESS, pour montrer comment sur un même objet, j'ai pu finalement toucher à différentes formes de recherche. Par exemple, dans les années 2000, j'ai été impliqué comme partenaire d'une comparaison européenne sur la construction des politiques publiques du tiers secteur. Donc là, on était dans une recherche européenne classique avec 6 à 8 équipes de recherche, et je n'étais qu'un partenaire, donc je me suis soumis à un protocole de recherche qui était défini, un cadre théorique qui était l'Action Coalition Framework de Sabatier, donc plutôt de la sociologie de l'action publique, plutôt proche de la sociologie cognitive de l'action publique, avec un protocole de recherche commun à l'ensemble des équipes qui permettait tout simplement de recueillir des informations, mais aussi de faire de la comparaison entre la situation des pays. Il s'agissait de savoir si finalement
le tiers secteur, dans ses différentes dénominations, faisait l'objet de politiques publiques au niveau national et territorial. Donc là, très bien, moi je me suis coulé, soumis dans quelque chose où très clairement j'étais à distance des acteurs avec un protocole de recueil d'informations et des formes de restitution auprès des acteurs qui étaient relativement faibles, sinon sur des publications, par exemple, dans la RECMA. La deuxième élément, c'est une forme de recherche-action plus classique que j'ai pu mener avec le mouvement pour l'économie solidaire, toujours au milieu des années 2000, sur les politiques régionales de l'économie sociale et solidaire. Donc là, c'était une des premières études exploratoires sur finalement quelles formes peuvent prendre les politiques locales de l'ESS qui étaient en construction à l'époque. Et donc ça, c'était un travail qui avait été contractualisé avec le RTES, qui est un réseau d'élus et de techniciens à l'ESS. Et donc, comment on a fait? On a simplement élaboré avec finalement des responsables de réseaux territoriaux de l'économie solidaire sur les territoires, un questionnaire. Et chacun des responsables de ces réseaux ont été faire auprès d'élus et auprès d'autres têtes de réseau des entretiens sur d'autres territoires qui mettaient en place des politiques régionales. Donc on avait des acteurs qui étaient eux-mêmes impliqués localement dans la construction politique, qui allaient faire des entretiens auprès d'autres acteurs, un peu des alter-ego, on va dire, sur d'autres territoires. Et ils avaient aussi un devoir de restitution de ces entretiens qui étaient ensuite mis en commun et ont donné lieu à une rédaction. Alors, c'est moi qui ai rédigé principalement, mais ça a donné lieu effectivement à une rédaction collective où chacun a mis un peu la patte pour donner un livret et un rapport. Et donc, l'effet recherche-action était double. D'abord, il avait un effet réflexif très important pour les acteurs puisque ils se décentraient sur d'autres territoires et ça leur permettait de regarder par rapport à leurs propres enjeux de construction d'une politique régionale comment ça se passait ailleurs et avec d'autres acteurs. Et puis, ça avait un effet aussi de légitimation puisqu'ils avaient participé à une réflexion là-dessus et ils ont utilisé largement ce rapport pour eux-mêmes pouvoir sensibiliser, diffuser voilà, l'ensemble de la coalition d'acteurs en formation autour des politiques régionales de l'ESS. Et puis, dernier champ de ce que j'ai appelé la participation observante, c'est quand j'ai, avec le labo de l'ESS, participé finalement à 50 propositions pour changer de cap. Bref, qu'est-ce que peut l'économie sociale et solidaire, avec une large consultation des acteurs, peut proposer. C'était juste après la crise de 2008, l'ESS face à la crise. Donc là, j'étais vraiment dans un rôle finalement où je prêtais ma plume avec d'autres à une écriture collective de recommandations pour les pouvoirs publics. On était donc bien toujours dans l'action collective, mais là, véritablement dans un rôle de réflexion pour essayer d'influencer le débat public et le positionnement de l'ESS dans celui-ci. Donc on voit bien un même objet, construire l'action et réfléchir et construire l'action publique, 3 positions sur l'action publique et ESS. Et si j'ai illustré en fait ces 3 postures, je l'ai fait exprès parce que il me semble, en tout cas moi mon regard rétrospectif, c'est la richesse du métissage des méthodologiques et des postures sur un même objet. C'est-à-dire que finalement, de pouvoir faire de la recherche européenne, de la recherche, de l'évaluation, aussi j'ai fait de l'évaluation de politique publique, de la recherche-action et aussi tout simplement de la recherche beaucoup plus engagée, ça permet finalement de croiser les regards, d'enrichir la réflexion sur l'action publique et l'ESS, mais aussi de produire une forme finalement de distanciation, puisque finalement une posture et une recherche va venir faire effet de miroir par rapport à une autre posture. Donc ça, je voulais un petit peu illustrer ça pour ça, et je voudrais peut-être pour terminer faire part, en tout cas dans le regard un peu épistémologique que j'ai eu sur mon parcours, j'ai été amené à essayer de donner un statut à ce que j'ai appelé la participation observante, qui était finalement de la production de connaissances qui, pour moi, ne rentrait pas ou ne cadrait pas complètement
avec la recherche-action, quelles que soient ces formules. C'est-à-dire que, ou du moins ce que j'en lisais, ou du moins l'image que j'en avais, c'est-à-dire finalement dans la recherche-action, d'abord la recherche est première par rapport à l'action. Et d'autre part, dans recherche-action, il y a certes une forte interaction, certes de la coproduction de connaissances, certes de la participation, mais il y a une sorte de cadrage à travers un protocole méthodologique et épistémologique qui fait que finalement, c'est assez bien balisé. Or, moi, j'étais dans des situations finalement de production de connaissances où j'ai d'abord été immergé dans l'action. C'est pour ça que je parlais de participation observante. Et finalement, j'étais certes dans une forme d'action réflexive, mais j'étais chercheur-acteur. Et cette action, au départ, elle ne visait pas une production de connaissances, ou elle n'avait pas forcément, au tout début de l'action, une visée de recherche. Mais finalement, la recherche ne s'est dessinée qu'au fur et à mesure que l'action se déroulait. Voilà. Donc l'action était première par rapport à la recherche. Donc je vais vous prendre un exemple pour l'illustrer, c'est le travail que j'ai mené sur les pôles territoriaux de coopération économique, qui sont des regroupements coopératifs territoriaux initiés par les acteurs de l'ESS et qui coopèrent avec d'autres acteurs économiques et publics du territoire. Et ben, typiquement, là aussi, c'est un travail que j'ai fait avec le labo de l'ESS. Au départ, j'étais dans l'action, j'étais dans un groupe de réflexion avec différents réseaux qui visaient à finalement repérer, échanger ces formes de coopération territoriale qu'on avait identifiées précédemment, de faire de l'échange de pratiques et de les qualifier. Donc, on a été amené, y compris, à rédiger et à nommer ces pratiques PTCE, pôle territorial de coopération économique, en leur donnant une définition. Et là, très clairement, moi, j'avais un rôle d'animateur-chercheur avec d'autres réseaux et je prêtais ma plume à un collectif qui rédigeait des notes, etc. Et puis ensuite, la sauce a prise dans cette recherche-action, il y a eu un intérêt des pouvoirs publics, et donc il y a eu une forme d'autonomisation des PTCE qui sont venus à la fois un objet de politique publique, un article de loi, 2 appels à projets entre 2012 et 2014, et en même temps progressivement un objet de recherche, avec des recherches, des thèses, etc. Et donc dans une deuxième tâche, j'ai été plutôt chercheur-expert, on a été amené à m'appeler pour débattre publiquement pour dire les PTCE, ça a l'air intéressant, qu'est-ce que ça recouvre, pourquoi c'est intéressant de faire des expérimentations. Et ce n'est que dans un troisième temps, lorsqu'il y a eu finalement les acteurs publics, privés se sont emparés le PTCE comme c'est autonomisé dans la société, que j'ai été amené à en venir à la recherche, en animant d'abord un groupe d'un ensemble de chercheurs et d'experts qui menaient des études sur les PTCE, puis ensuite en construisant tout simplement une recherche beaucoup plus classique sur la base d'entretien, d'une grille de lecture qui avait été discutée dans ce groupe-là, en sélectionnant un certain nombre de PTCE, en menant des entretiens, etc., et en ayant évidemment une facilité d'accès au terrain liée à cette action recherche. Et donc, qui ont donné lieu ensuite à des publications, des interventions, et en milieu professionnel et en milieu académique. Mais on voit bien qu'au départ, dans cette sphère de PTCE, je n'avais pas l'idée de faire une recherche sur les PTCE. C'est l'action primait sur la recherche. Et donc, du coup, j'ai repris cette idée à Dominique Schnapper là, de participation observante, puisqu'elle a fait une sociologie du Conseil constitutionnel, où elle disait bien, le premier mandat de membre du Conseil constitutionnel, j'étais membre du Conseil constitutionnel, je n'avais aucune idée d'en faire un bouquin de sociologie. Et ce n'est qu'au second mandat que l'idée arrivait. Donc voilà, et puis je me suis aperçu qu'Henri Desroches avait aussi parlé de participation observante, donc je trouvais ça, il y avait une petite sorte de clin d'œil intéressant. Alors, pour en terminer sur mon intervention, quels sont l'intérêt de cette action recherche aux participations observantes? D'abord, c'est le fait d'être plongé d'abord dans l'action, ça permet en fait de saisir des enjeux et de les problématiser de manière, me semble-t-il, différente que si on le fait dans une position d'extériorité ou même d'interaction. C'est-à-dire on voit la réalité forcément d'un autre œil et on problématise les enjeux un peu différemment. La seconde, c'est que finalement, on va avoir accès à toute une série, d'abord par l'observation, puisqu'on est pris, y compris dans le jeu d'acteurs, mais toute une série d'informations, des échanges mails, des notes, de débats ou de préparation, de réflexion, éventuellement des désaccords. Bref, il y a toute une littérature grise qui, en participant finalement à cette action,
auxquelles on va avoir accès et qu'une enquête par questionnaire ou par entretien ne permet pas toujours de saisir. Voilà. Voilà. Et puis, enfin, finalement, l'idée, c'est qu'on est aussi quand même, alors moi, mes situations, je le dis, dans un travail réflexif, puisqu'il s'agit de produire des propositions, il s'agit de débats. Donc, il y a bien des formes de formalisation, mais qui, encore une fois, sont souvent des formalisations collectives. On n'a pas cette idée d'un écrit produit par. Voilà, c'est plutôt des collectifs d'acteurs. Et finalement, ce n'est que dans un dernier temps, c'est-à-dire parfois 3-4 ans après, une fois que finalement l'action est un peu reposée, qu'on peut la mettre en perspective de manière plus à froid. Donc, il y a quand même le côté recherche qui apparaît avec un travail de distanciation où on réutilise l'ensemble de matériaux, l'ensemble des publications qu'on va confronter effectivement à la littérature existante dans le cadre effectivement d'une publication de travaux de manière plus classique. Voilà, voilà en gros un petit peu ce que j'avais à dire un peu sur la recherche-action. Encore une fois, sans prétention à l'exhaustivité, mais plutôt à partir d'une réflexion sur mes travaux et mon parcours de recherche. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Je vais passer du coup la parole à M. Hugues Bazin, qui va réagir. On ne vous entend pas. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon, très bien. Et, merci aussi pour l'invitation et c'est avec plaisir que je participe à ces échanges. Alors, donc, comme vous le savez, nous, moi, je participe à un réseau dont peut-être quelques membres sont aussi participent aujourd'hui à ces échanges qui s'appelle le LISRA, le Laboratoire d'innovation sociale par la recherche-action, qui est à la fois une association de 1901, mais aussi un réseau où dedans se retrouvent des profils très différents, qui peuvent être effectivement des chercheurs au sens classique du terme, c'est-à-dire des gens qui poursuivent un cursus universitaire, mais aussi d'autres profils de professionnalité et de production de savoir. On peut retrouver des travailleurs sociaux, des techniques, des architectes, des artistes, etc. Et à travers pourquoi est né un peu, et c'est une manière d'interroger une notion effectivement qui est devenue très à la mode à partir des années 90-2000, qui est cette notion de participation, donc que ce soit d'ailleurs au niveau de la recherche, que plus généralement au niveau démocratique, hein, la place en gros dans la société civile. Et donc on est un peu dans une injonction paradoxale, parce que vous notez que plus on est mis en avant cette logique de participation, plus on est face à des mécanismes quand même de société qui sont assez figés. Enfin, la crise démocratique, la crise sanitaire, la crise écologique devraient normalement mettre au devant justement le rôle de cette société civile comme acteur de production de savoir, de transformation sociale. Voilà. Et donc ça, c'est une interrogation qu'on pose. On parle effectivement de co-production, de co-construction. On s'aperçoit que finalement, on n'est pas dans véritablement une construction collective. Si je vais imaginer, par exemple, prendre une image, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un de vous aider à construire une maison, mais c'est vous qui disposez des plans et que la personne qui vous aide à construire, finalement, sert à bricoler des murs, etc. Mais c'est vous qui avez la vision globale de la maison et l'utilité de la maison. C'est souvent ça qu'on demande souvent à des acteurs de participer à un programme de recherche. Après, on pourra faire la différence effectivement entre recherche participative, collaborative, recherche-action, etc. Du coup, nous, on a essayé de travailler, mais parce que, et je rejoins le fait effectivement qu'on part plutôt de l'action que de la recherche, hein, dans notre réseau, c'est-à-dire de la posture des acteurs, en posant la question, est-ce que finalement, il n'est pas intéressant de défendre cette posture hybride d'acteur-chercheur? Et l'intérêt de la posture d'acteur-chercheur, c'est que c'est pas la relation entre un acteur ou un groupe d'acteurs et un chercheur ou un groupe de chercheurs, mais c'est l'indication que tout acteur a la possibilité de négocier dans son espace d'implication une dimension de recherche, et tout chercheur a la possibilité aussi de négocier
dans son application une dimension beaucoup plus performative qui agit directement sur les dimensions sociales. Or, ce qu'on s'est aperçu que c'est quasiment impossible en fait de négocier cette position d'acteur-chercheur. C'est-à-dire que soit effectivement vous êtes acteur et chercheur. Moi, je l'ai vécu personnellement, parce que moi, je viens du champ social. J'étais travailleur social dans les années 80-90. Et quand j'ai commencé vraiment à engager, parce que j'animais une revue de travailleurs sociaux qui s'appelait Paroles et pratiques sociales, d'ailleurs qu'on a mis en ligne sur notre plateforme rechercheaction.fr, si ça vous intéresse. C'est 55 numéros justement d'une prise de parole de praticiens sur les questions de société sur les années 80-90, donc c'est un regard assez exceptionnel finalement sur toute cette période-là. Et à un moment donné, on m'a dit dans le champ professionnel, mais attends, là tu deviens un chercheur, tu n'es plus un bon travailleur social. Un bon travailleur social, c'est quelqu'un qui fait pour insérer les gens dans la société. Je ne vais pas poser la question du rôle et de la pertinence de la dimension d'insertion, par exemple. Bon, cette question se posait déjà dans les années 80. On appelait ça la crise, comme par hasard. On remarquait que c'est quand même une thématique assez récurrente depuis 40 ans. Quoi. Et donc, c'est compliqué. Soit ça se sanctionne par le départ de la personne, c'est-à-dire que la personne ne peut pas négocier cet espace de réflexivité au sein de son cadre professionnel, donc elle quitte son cadre professionnel. Bon, c'était mon cas. Après, j'ai repris des études, etc. Soit la personne doit rentrer dans une forme normative. Mais c'est la même chose pour les chercheurs qui essayent de négocier ça dans leur carnet national. Justement, on les traite de militants. On leur dit, mais là, vous n'êtes plus des chercheurs, vous êtes des militants. Alors, j'ai beaucoup de respect, moi, pour l'engagement militant, mais ça n'a rien à voir, la recherche-action, avec les militants, justement. La militance, un bon militant, c'est d'abord quelqu'un qui est un croyant. Enfin, je veux dire, il faut croire en une cause pour être militant, et c'est important, sinon on perd cette force militante. Dès qu'on rentre dans un processus réflexif, s'instaure le doute. Le doute. Et donc, quand je travaille avec des récupérateurs vendeurs de rue, je ne milite pas pour que ces travailleurs de rue rentrent dans un circuit, par exemple, socio-économique classique, mais je me pose la question de ce qu'est le rôle de l'économie populaire dans une société avant tout gouvernée par l'imposition de la norme néolibérale, par exemple. Donc, vous voyez, on est dans ce questionnement-là. Et ce qui renvoie aussi à la question qui est souvent pas posée, qui est effectivement l'axiologie. Après tout, les sciences humaines et sociales ne font pas simplement que renvoyer des questions de société, elles agissent aussi sur la société, c'est-à-dire qu'elles ont une vision de la société, qu'elles ont des valeurs. Voilà. Et donc c'est ça qui d'ailleurs pourrait permettre, je pense, aussi de négocier peut-être des espaces de recherche-action au sein des pôles institutionnels, mais c'est très compliqué. Et d'ailleurs, bon, ne le voyez pas comme une critique, mais par exemple, dans le titre de votre intervention, c'est la recherche-action dans les sciences humaines et sociales. C'est pas la recherche-action et les sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'effectivement, la recherche-action ne se conçoit que dans une forme, effectivement, qui est la forme, on va dire, institutionnelle et académique de la recherche, et pas comme une forme autonome. Et pour nous, la recherche-action est plutôt d'hybridation de l'acteur-chercheur, c'est plutôt une espèce hybride. Voilà. Et donc, qui peut être cousine, comme les chiens et les loups, ce sont des espèces cousines qui ont beaucoup de points communs, mais à la fois qui ont aussi des différences fondamentales en termes justement de biotopes, d'écosystèmes, etc. Voilà. Et donc, négocier pour nous l'autonomie de la recherche-action, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Sinon, effectivement, tout ce qui est rajouté comme méta-discours sur la recherche-action, et notamment ce que je pourrais appeler l'idéologie de la participation, pour nous, n'est pas opérant, ou en tout cas pose à critique. En termes de dispositifs, on essaye, on propose, c'est le titre on trouve sur notre énoncé LISRA, un laboratoire social, de créer justement un dispositif pour essayer, aussi bien pour les chercheurs que pour les acteurs, de négocier finalement cette autonomie de la recherche-action. Pour nous, ça passe par 4 conditions, bon, elles ne sont pas exhaustives. Un, c'est l'auto-missionnement,
c'est-à-dire la capacité qu'ont un groupe, alors il peut y avoir des acteurs et chercheurs, mais de s'auto-missionner, c'est-à-dire de commander en fait un processus de recherche. Ça, c'est très rare. Enfin, c'est très rare, effectivement. Enfin, moi, j'ai pas vu ça, en tout cas, directement, où, je sais pas, les habitants d'un quartier convoquent les chercheurs sur une problématique qui est la leur. C'est plutôt le contraire. Hein. C'est plutôt le chercheur qui va négocier un terrain et intervenir dans un quartier pour développer une problématique avec les habitants. Donc, ce qui renvoie effectivement à la question comment sont construits, on a beau parler de coproduction de savoir, comment sont construits effectivement les problématiques quand on parle de recherche-action. J'ai vu ça, par contre, cette dimension d'automissionnement plutôt dans le secteur culturel. Il y a des fondations comme la Fondation de France qui financent, ils appellent ça un dispositif qu'ils appellent ça les nouveaux commanditaires, c'est-à-dire de permettre justement à un groupe de s'auto-missionner et donc de développer un dispositif d'accueil d'un artiste en résidence. Ça serait intéressant d'expérimenter. C'est-à-dire qu'un groupe d'acteurs s'auto-missionnent et accueille en résidence un chercheur. Voilà. Donc cette dimension d'auto-missionnement. La deuxième dimension, c'est la dimension d'accueil inconditionnel. Dans notre réseau, il y a différentes voies effectivement de rentrer en recherche-action. Moi, j'ai brièvement parlé de mon parcours en disant que je venais du champ social. Donc, c'est toujours des parcours complexes, des parcours différents. Et donc, c'est pas uniquement, principalement par le biais, par exemple, d'un cursus universitaire qu'on peut rentrer en recherche-action. Et donc, il est nécessaire à un moment donné de créer un espace d'accueil où finalement, ce qui est pris en cas, on rejoint ce qu'on disait d'Henri Desroches et sa démarche d'autobiographie raisonnée, c'est-à-dire qu'effectivement, chacun dans son parcours biographique, et nous on travaille beaucoup dans ces dimensions-là d'accueil, c'est-à-dire se faire sous forme d'entretien non directif, etc., mais c'est de dire, bon, raconte-nous ton parcours. Tu n'as pas besoin de déposer un projet, déposer un diplôme, déposer je ne sais pas quoi, mais plutôt raconte-nous effectivement ce que tu fais, d'où tu viens, etc. Et que la personne elle-même prenne conscience, parce que c'est souvent pas le cas, de toutes les richesses, c'est ce qu'on appelait aussi les espaces intermédiaires de l'existence, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas justement dans les cadres formels, normatifs, validés dans les cursus professionnels ou diplômants. Donc là, on ne l'a pas non plus inventé. Quand je dis tout ça, ces méthodologies-là sont assez finalement classiques. Je parlais d'Henri Desroches, etc. Mais par contre, la dimension d'espace d'accueil inconditionnel me paraît important. On a mis un mot derrière cette dimension-là. On parle de tiers-espace. Vous verrez que ça renvoie justement au tiers secteur qui est l'objet aussi de votre réflexion, de votre première utilisation. Tiers-espace, c'est justement dire qu'effectivement, on n'est pas dans la logique binaire acteur et chercheur, mais on est dans une forme d'hybridation. Tiers-espace commence à partir du chiffre 3, et c'est-à-dire qu'on accepte aussi une certaine complexité. Tiers-espace, ça veut dire aussi, et c'est aussi pour moi le principal intérêt de la recherche-action, c'est que c'est une manière d'aborder le vivant. Le vivant, il ne rentre pas dans une forme disciplinaire ou sectorielle. Après, on lui demande de rentrer dans ces formes normatives. Si vous voulez déposer un projet, que ce soit de recherche ou quel que soit votre secteur d'activité, on vous demande de rentrer dans une case. Quand nous, on travaille avec les récupérateurs vendeurs de rue et qu'on parle d'économie populaire, on nous dit, est-ce que vous rentrez dans la case, justement, économie sociale et solidaire? Est-ce que vous employez des gens? On dit non. Non, vous ne rentrez pas dans la case. Pourtant, il existe bien des écosystèmes vivants, des marchés qu'on appelle sauvages, mais qui ne sont pas du tout sauvages, de récupérateurs de rue qui récupèrent du territoire et on distribue au territoire. Donc, c'est une économie endogène, infracapitalistique, et vraiment très liée à la forme vivante. Et d'ailleurs, les gens, on sait techniquement maintenant aller sur la Lune ou aller sur Mars, mais on ne sait pas comment fonctionne cet écosystème, par contre, de l'économie populaire, et notamment, c'est l'organisation qui n'est pas formelle des marchés de rue. D'ailleurs, c'était beaucoup plus étudié, je le remarque, dans les pays du Sud,
hein, à travers ce qu'on appelle une épistémologie du Sud. Bon, Louis Laville avait préfacé un bouquin dessus. Les chercheurs du Sud sont beaucoup plus avancés que nous là-dessus, qui renvoie aussi à la question, hein, aussi ethnocentrée et occidentale de la recherche. Et là aussi, je pense que la recherche-action est très intéressante pour cela, c'est-à-dire effectivement cette dimension de terre-espace. L'idée, c'est vraiment de coller à la dimension du vivant et d'aborder le vivant par sa complexité et non de manière disciplinaire ou sectorielle. Ça pose évidemment ensuite un problème, puisque les validations classiques académiques sont obligées justement de passer par ces formes sectorielles et disciplinaires. Une manière d'ailleurs de décrire la recherche-action, c'est que c'est une forme transdisciplinaire, voire même indisciplinaire, ou même mieux, indisciplinée. Ce qui est aussi une manière de dire, effectivement, elle est rétive justement à rentrer dans ces formes disciplinaires. Par contre, les travers, c'est la traversée de ces champs disciplinaires où elle va piocher des choses. On passe notre temps à piocher des choses dans la sociologie, dans la psychologie sociale, dans l'économie. Enfin voilà, et c'est une culture hacker. On va prendre justement ces éléments-là, mais le fait d'être transdisciplinaire crée une autre forme nouvelle justement, qui est indisciplinaire. Or, cette forme-là est rarement validée, justement, dans le champ. Alors, il y en a, hein, bon, évidemment, on pense à Edgar Morin, etc., mais il s'est fait souvent, il a beau avoir 90 ans et avoir toute son expérience, critiqué et mis en marge quand même dans le champ institutionnel classique, qui aborde effectivement ce champ de la complexité. La troisième dimension, ça je vais être assez rapide, ça a été dit par aussi Laurent Fraisse tout à l'heure, c'est bon, c'est le droit à l'expérimentation, hein, qui devrait être reconnu justement comme une forme de recherche et d'action à part entière. Droit à l'expérimentation, ça veut dire, encore une fois, qu'on n'est pas obligé de rentrer dans les logiques d'appel à projet. Ça, c'est vraiment important quand on sait qu'aujourd'hui, la forme d'économie libérale nous impose, que ce soit d'ailleurs dans le champ associatif ou dans le champ de la recherche, de rentrer dans cette logique-là, qui est une logique concurrentielle et d'évaluation performative du projet. Ce qui fait d'ailleurs que souvent, on confond la recherche-action avec l'ingénierie de projet. Hein, beaucoup de gens qui font de l'ingénierie de projet disent qu'ils font de la recherche-action. Bon, c'est aussi un champ qu'on peut questionner. L'idée du droit à l'expérimentation, c'est de dire non, voilà. Et que d'ailleurs, les principales formes innovantes, hein, ce qu'on peut appeler l'innovation sociale, justement, sont des formes qui ne rentrent pas, justement, dans les logiques normatives d'appel à projet. C'est-à-dire qu'ils sont le fait, effectivement, d'acteurs qui, pour différentes raisons, soit parce qu'ils n'ont même pas idée de ces cadres, ou soit parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans ces cadres. Je pense à tous les gens qui sont dans les logiques de systèmes friches, de systèmes ZAD, de systèmes, enfin, tous ces tiers espaces sont plutôt des lieux justement qui nous intéressent, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, qui sont des zones un peu d'effondrement, c'est-à-dire où les formes justement normatives, injonctives ont peu de prise, et du coup se reconstruit des formes originales écosystémiques d'entraide, de solidarité, de réponse à des logiques justement de développement, d'éco-développement, développement durable, peu importe comment on l'appelle. Enfin, en tout cas, une autre pensée effectivement du rapport au territoire et aussi au commun, à la démocratie directe, etc. Alors, ces formes-là, souvent, ne rentrent pas justement obligatoirement dans les logiques d'appel à projet. Quand ils y rentrent, souvent, justement, ils rentrent dans des cases, et c'est là qu'ils perdent, à mon avis, leur principal intérêt, l'innovation sociale, c'est-à-dire le caractère transformatif et la capacité à un moment donné de généraliser une expérimentation, et on en aurait besoin, que ce soit par rapport à la crise écologique, la crise démocratique, la crise économique ou la crise sanitaire. On voit bien qu'il y a eu des réponses ces derniers mois, citoyennes, collectives, mais qui n'ont pas ensuite ont été reprises obligatoirement dans un cadre institutionnel. Au contraire, le cadre institutionnel est très injonctif, c'est-à-dire qu'il va être abordé uniquement sur la forme économique, on va maintenir l'emploi, mais on ne va pas obligatoirement financer ce genre d'expérimentation. Donc, ce qui renvoie un peu à des fonds peut-être régionaux qui permettent à un moment donné de mettre dans un pot commun et non pas et
développer de nouvelles grilles d'évaluation qui soient là aussi hybrides. C'est un peu le problème aussi, d'ailleurs, dans des comités. Des fois, on me demande de participer à des comités scientifiques, mais il n'y a que des gens de l'institution dans ce comité scientifique pour juger de formes qui sont de la recherche-action. Donc, ce qui pose problème quand les gens qui jugent de la recherche-action n'en font pas. Bon. Et donc, à un moment donné, comment effectivement développer de nouveaux critères d'évaluation et donc soutenir des processus économiquement qui, au départ, ne rentrent pas, et comme on disait, partent plutôt de l'action que de la recherche, et ne rentrent pas effectivement dans les grilles d'évaluation, ne vont pas construire une problématique, etc., initiale, mais où la problématique va émerger. Voilà. Et dernier point, puis je vais peut-être m'arrêter là, parce que je crois que je risque d'être un peu long, là, qui est la dimension de croisement des savoirs, et qui, là aussi, n'est pas binaire, c'est pas entre savoir profane et savoir savant. Les savoirs sont multiples et se construisent tout le long de la vie. Par exemple, il y a aussi d'autres types de savoirs qu'on peut appeler techniciens, qui sont les savoirs socio-professionnels. Je disais, par exemple, dans nos espaces de recherche, il y a des gens qui viennent du monde de l'architecture, qui viennent du monde du travail social. Je disais, mon parcours dans le travail social et le fait d'avoir écrit la revue pendant 20 ans, écrit en travail social, paradoxalement, n'est pas reconnu comme un travail de recherche, mais uniquement comme un savoir technicien. Comme si, effectivement, les techniciens ne pouvaient pas négocier, là aussi, une autonomie de leur posture. Ce ne pouvaient être que des agents de l'institution, mais ils ne pouvaient pas être acteurs et auteurs en même temps qu'agents. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un principe assez fondamental pour moi de la recherche-action, c'est justement de permettre à chacun aussi de négocier, de jouer sur ces différentes postures, agent, acteur, auteur. Oui, le savoir technicien n'est pas simplement un savoir d'application d'un savoir, mais aussi peut être aussi une production de savoir, c'est-à-dire peut permettre aussi à ces acteurs de rentrer dans une démarche réflexive. Et ça, c'est donc, et ces espaces finalement de croisement égalitaires ne sont pas si nombreux que ça. Donc, quand ils existent, ils répondent à des dispositifs très normés, bon, ou très spécifiques. Évidemment, on pense à des dispositifs comme ceux développés par TD Carmonde ou d'autres, mais voilà, qui sont très, très spécifiques aussi à ces formes institutionnelles. Bon, et de découpage entre différentes catégories, acteurs, chercheurs, personnes du tiers-monde, etc., par exemple, pour reprendre ce dispositif-là. Et donc, je terminerai par ça pour dire, bon, le but de la recherche-action, ce n'est pas évidemment de transformer tous les acteurs en chercheurs, mais de rendre légitime, encore une fois, cette posture d'acteur-chercheur, cette négociation de tiers espaces de la recherche. Comme on se rend compte aussi, pose la question de l'autonomie de d'autres secteurs, comme le tiers secteur économique. Est-ce qu'il est autonome entre économie privée, économie publique, par rapport là aussi aux injonctions, et permettre en fait aux acteurs de prendre conscience finalement de leur rôle historique, c'est-à-dire leur capacité à un moment donné de changer le cours d'un champ, soit un champ socio-professionnel, pour reprendre la terminologie de Bourdieu, mais d'autres champs. Bon, ça peut être le champ de l'éducation populaire, ça peut être le champ syndical, voilà. Et donc, prendre conscience comme qu'ils sont engagés dans un processus, une praxis, pour reprendre les bons vieux termes marxistes, de dire effectivement, ils sont en capacité effectivement de développer des stratégies de transformation sociale, et que le savoir est un outil aussi pour développer ce levier de travail et de transformation sociale. Si vous voulez, je peux vous mettre en lien une production qu'on a faite en 2018, la recherche, action et écriture réflexive, la pratique innovante des espaces comme levier de transformation sociale, où justement, parmi les gens qui écrivent, d'abord, il y avait des gens qui n'avaient jamais écrit et qui, au départ, ne voyaient pas l'utilité de l'écriture. Voilà. Et le but de la recherche-action, c'est pas leur dire vous êtes des chercheurs, on va vous donner des outils méthodologiques et puis comme ça, vous êtes légitimés. Non, c'est plutôt, à travers ce processus-là, prendre conscience effectivement qu'ils ont un rôle d'orientation historique et que l'écriture peut jouer effectivement
un pouvoir à la fois performatif et de légitimation de ce rôle-là. C'est dans l'écriture qu'ils ont pris conscience, effectivement, pour certains, effectivement, de ce rôle-là. Et après, grâce à cet ouvrage collectif, on a pu négocier et intervenir aussi bien dans le champ d'ailleurs institutionnel de la recherche que dans le champ, par exemple, des collectivités territoriales développer des actions. Je pense par exemple à un espace qui s'était créé à Grenoble qui s'appelle la chimère citoyenne, justement comme par hasard un espace d'accueil sans projet et qui grâce à ce travail, ils n'étaient pas du tout au départ convaincus ni de la recherche-action ni de l'écriture et plutôt qu'effectivement leur imposer une méthodologie, c'est pas effectivement l'écriture qu'effectivement ils ont pris conscience et l'intérêt effectivement de leur pouvoir d'acteurs-chercheurs. C'était aussi le cas aussi d'un espace qui s'appelait l'Utopie, qui est un espace d'atelier qui s'est développé dans les quartiers nord de Nice, où là aussi l'écriture a permis de légitimer cet espace-là comme aussi un espace réflexif à part entière. Enfin, on a une quinzaine comme ça d'expérimentations qui sont exposées. Ce qui est intéressant d'ailleurs, quand on a négocié ce numéro, bon, il est paru dans les cahiers de l'action de l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Donc, comme vous le savez, un support de recherche autour de l'éducation populaire. À un moment donné, ça a coincé parce que justement, on nous dit, mais quelle est votre problématique? Et nous, on disait justement, on n'a pas de problématique. C'est assez intéressant comment même le milieu de l'éducation populaire, finalement, a intégré les normes institutionnelles de production de savoir. Comme si, effectivement, il fallait, au départ, construire une problématique pour écrire. Nous, on dit non. C'est l'écriture qui, effectivement, dans son pouvoir réflexif, va, à un moment donné, permettre de problématiser cette posture d'acteur-chercheur. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas, en fait, telle ou telle expérience, mais la capacité qu'ont les acteurs de rentrer dans cette posture réflexive et de problématiser leur propre situation. Voilà. J'en termine là. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci tous les deux. Ça a été vraiment très intéressant. Il nous reste une petite demi-heure avant la deuxième thématique et les deux autres interventions. Si vous avez des questions, des remarques, des partages d'expériences, c'est le moment. Vous pouvez prendre la parole. Bon, je vais bien poser une question. Moi, c'est une question à partir du statut des connaissances publiées que je voudrais poser. En fait, je me suis rendu compte dans ma pratique de recherche que j'avais du mal à trouver très intéressant tout ce que je lisais, enfin que moi-même je pouvais écrire, et puis que tout ce que les chercheurs écrivent, et j'avais du mal à justifier. Alors, je disais aux étudiants en IUT qu'il fallait qu'ils essaient de comparer ce qu'ils avaient vécu avec ce qu'ils avaient lu, et à chaque fois il y avait un tel écart entre les expériences qui étaient restituées sous forme d'articles de recherche que moi-même j'ai fini par douter de ce que j'étais en train de leur dire. Donc j'ai essayé de faire l'exercice sur moi-même. Et donc, j'ai pris 3 coopératives dans lesquelles je suis impliqué en tant que sociétaire classique, avec aucune intention a priori de faire de la recherche. Et je me suis posé la question, est-ce que mon travail de recherche que je fais sur les coopératives depuis une vingtaine d'années, est-ce que ça m'a aidé en tant que sociétaire quelque part? Et en fait, j'ai eu un mal fou à trouver des exemples alors que je connais vraiment bien la littérature sur la recherche et que du coup, je suis un militant coopératif depuis de nombreuses années. Donc, au final, je suis assez persuadé de la méthode de recherche, c'est-à-dire effectivement de dire de s'accompagner à problématiser, à faire des entretiens croisés pour faire circuler les savoirs, enfin tout ça, écrire éventuellement en commun aussi pour se mettre d'accord si on pense la même chose, si on comprend les problématiques de la même manière. Par contre, tout ce qui est lire des publications faites sur d'autres terrains, m'en inspirer, ou alors partager ces publications avec d'autres membres de la coopérative, s'en inspirer pour se donner des pistes de réflexion ou d'action, eh ben, j'ai vraiment très peu d'exemples. Souvent, ça donne une vague intuition ou un truc comme ça, mais finalement, très vite, la recherche traditionnelle, voilà,
et passe complètement au second plan et on se recentre juste sur le matériau qu'on collecte ensemble comme ça. Et donc, j'étais tombé sur des articles de 94 de Arnaud et L'Hôtelier qui disaient effectivement que finalement, il fallait envisager la construction d'un nouveau savoir homologué, mais que le savoir homologué jusqu'ici, pour le dire très vite, avait tendance à tellement refroidir, c'est-à-dire à partir de tout le matériau riche qu'on collecte, on refroidit tellement que finalement, c'est souvent beaucoup plus intéressant d'aller refaire directement un entretien, donc d'avoir accès à un savoir chaud direct, plutôt que d'avoir accès à une synthèse basée sur des dizaines et des dizaines d'entretiens. Donc du coup, ce que je disais aux étudiants, maintenant j'ai du mal à le lire parce que j'ai pas trop réussi à en trouver des exemples concrets par moi-même. Donc il y a une question sur voilà, le statut des connaissances écrites. Est-ce qu'on arrive à se servir des connaissances écrites à partir d'autres terrains pour agir sur nos propres terrains? Comment ça se passe? On prend plusieurs questions, on est censé répondre. Comme vous voulez, vous pouvez répondre au fur et à mesure. Bah, moi, ce que je dirais, moi, je partage assez ce qui vient d'être dit. Et ce que je disais au début sur une forme d'académisation, c'est-à-dire, pour l'illustrer, puisque j'avais un petit peu pris comme exemple d'action recherche les pôles territoriaux de coopération économique. Là, vous avez le gouvernement qui fait une politique de relance des PTCE, qui soutient à nouveau, en tout cas, le secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire. Donc, avec l'idée d'un accompagnement aussi par les pairs, c'est-à-dire entre responsables de PTCE plus matures vis-à-vis de PTCE plus en émergence, par exemple, avec aussi les réseaux de l'ESS ou de l'accompagnement qui se mobilisent. Enfin bon, c'est en cours de construction, donc je ne peux pas vous faire le paysage. Et moi, je me suis aperçu que finalement, il y avait eu, depuis 2017, toute une série de publications, des thèses, des articles, des ouvrages sur les pôles territoriaux de coopération économique et des chercheurs donc, qui avaient travaillé, qui étaient hors champ, c'est-à-dire c'était de la politique de relance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est pas complètement hors champ, au sens où c'est des chercheurs, il y en a un certain nombre qui peuvent être ici ou là connus parce qu'ils ont travaillé avec des acteurs. Mais leur publication, je dis pas leur travail avec les acteurs, leur publication dans le format actuel d'une publication avec plein de références, etc., on voit bien que c'est pas une formalisation de savoir qui est vraiment utile et appropriable. Donc je rejoins là-dessus, d'où l'idée qu'il faudrait soit finalement dire ça a été utile, mais pas dans les formes finales de la publication. C'est-à-dire il y a eu plein de formes intermédiaires dans la recherche-action, etc. Par exemple, dans les thèses en chiffres, il y a des thèses en chiffres qui ont été faites. Ces doctorantes en chiffres, elles ont vraiment accompagné les acteurs, fait des comptes rendus. Il y a eu une réflexivité qui a été utile à l'évidence pour la PTC. Mais la forme finale de la thèse, j'en suis pas certain. Voilà. Donc voilà, donc il y a vraiment, et du coup, il faut presque là, c'est la proposition qu'on fait en ayant un collectif chercheur PTCE, faire le chemin en sens inverse, de dire qu'il faut réchauffer, comme pour reprendre l'image. Voilà. Et je dirais presque pour le faire, et pour un peu être amusant, mais j'en fais partie, je trouve que, y compris dans la littérature sur la recherche-action, pour la légitimité au sein des sciences des SHS, je trouve que parfois vous avez des articles de nature épistémologique, mais qui sont d'une complexité pour expliquer les jeux de posture entre chercheurs, acteurs, etc. Et je me dis, on est censé justifier quelque chose qui doit faciliter des savoirs pratiques et acteurs, etc., mais avec un degré de terminologie et de concept qui font que, voilà, je pense que pas grand monde comprendrait, peut-être même maintenant, des débats épistémologiques sur la recherche-action, où parfois c'est incompréhensible, à part pour les initiés. Donc c'est vraiment un problème, et ça peut être effectivement, par rapport au débat qu'il y a eu entre mon exposé et celui du Bazin, c'est peut-être la différence entre effectivement penser la recherche-action comme
une des méthodes à légitimer dans le champ des SHS est l'idée d'un tiers espace autonome, où effectivement, voilà. Mais dans l'espace SHS, au final, il y a aujourd'hui la sanction, ce qu'on appelle l'académisation de la publication, qui passe par un certain nombre de normes qui sont aujourd'hui très très fortes. Après, j'introduirais aussi la notion. Toute la question, c'est comment dire, qu'on appelle monter en généralité, c'est-à-dire qu'on dépasse le témoignage d'une expérience collective, par exemple en recherche-action, et à un moment donné, quand on atteint justement une écriture réflexive, c'est-à-dire que c'est plus uniquement l'expérience, mais le savoir qu'on tire de cet aller-retour entre l'expérience et sa capacité, encore une fois, de négocier cette posture d'auteur-chercheur. Moi, ce que j'appelle ce qu'on pourrait appeler des référentiels. Parce que je pense qu'effectivement, chaque position, et ce qu'on reproche d'ailleurs aussi un peu à la recherche-action, hein, c'est d'être une sorte de micro-sociologie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pertinent tant que ça reste effectivement au stade du micro, et au stade du groupe, de l'expérimentation, etc. Mais que ça ne peut pas, quelque part, monter en généralité. Et, non, je dis, il y a une possibilité, à partir du moment où effectivement, le référentiel, c'est finalement quand on arrive à poser des mots sur des processus transversaux. On arrive à poser des mots, par exemple, si on prend un exemple concret, ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, quand les gens commencent à se saisir des mots pour essayer de qualifier ce qui se passe. Et bien souvent, des mouvements sociaux ou des processus n'apparaissent pas dans le radar institutionnel, justement, parce qu'il n'y a pas, ou il n'y a pas les bons mots pour les qualifier. Et je pense que c'est ça aussi le rôle de recherche-action, c'est de permettre aux acteurs de se rapproprier ces mots pour qualifier finalement ces processus et du coup en être véritablement l'auteur et pas dépossédé, c'est-à-dire ne pas être qualifié par d'autres. Souvent, effectivement, on parle par exemple d'innovation sociale, ça peut être réapproprié par une classe créative qui, elle, va poser des mots hein, et leur propre logique technicienne sur ces processus-là, et donc en enlever justement cette capacité profondément transformatrice qui est propre finalement à l'intelligence sociale. Voilà. Dit autrement, comment à un moment donné replacer l'intelligence sociale au cœur effectivement des processus de production de savoir. Et donc voilà, il m'arrive des gens qui m'appellent, que je ne connais pas du tout, et qui me disent ton truc de tiers-espace, ça me parle. Voilà. Pourtant, ça peut paraître très conceptuel au départ, tiers-espace. Il me dit, mais finalement, moi, c'est ce qui me permet de mettre un mot sur ce que je vis. Quoi. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais travailleur social, c'est qu'au départ, je n'avais pas de mots pour mettre sur ce que je vivais. Même le mot recherche-action, je ne connaissais pas au départ. J'ai appris qu'effectivement, ce que je faisais, finalement, ça pouvait s'apparenter à la recherche-action, mais personne ne me l'a dit au départ. Quoi. Et donc, à un moment donné, c'est effectivement ça. C'est comment, à un moment donné, permettre aux personnes de se réapproprier ses propres mots pour les qualifier. C'est là, je pense, qu'on peut produire un savoir et une connaissance qui dépasse la réalité locale ou expérimentale. Après, il y a aussi, dans les formes de validation, il n'y a pas que la forme académique classique. Il y a ce qu'on appelle, bon, par exemple, comment il s'appelle? C'est Christian Hermelin, je crois, qui vit en Bretagne, qui faisait partie du réseau des collèges coopératifs, qui a créé un dispositif qui s'appelle les Aqua, ateliers coopératifs en recherche-action. Bon, nous, on a un dispositif un peu similaire, on va parler de formation-action. Et c'est une manière, là aussi, de produire du savoir validé par les pairs, d'accord mais les pairs sont pas, à la différence du champ universitaire, pas dans le même cursus, hein, mais c'est une forme aussi de validation par les pairs, de discussion et de validation par les pairs, et à un moment donné aussi de validation d'une production collective. Parce que l'idée de ces ateliers, c'est qu'il y ait une production collective et qu'elle soit aussi validée. Donc là aussi, c'est une manière de socialiser le savoir et de le diffuser, j'ai envie de dire, de manière un peu capillaire, comme ça en réseau, à travers ces ateliers de recherche-action, qui effectivement des dispositifs très différents, mais qui peuvent se croiser avec des formes effectivement plus institutionnelles, de type séminaire, colloque, etc. Mais le croisement est toujours compliqué,
pour les raisons effectivement qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est qu'effectivement, qu'on fait un séminaire de recherche-action, et j'ai essayé de le faire, hein, au sein de l'université, c'est pas un séminaire en recherche-action, c'est un séminaire sur la recherche-action. Donc tout de suite, évidemment, même si on y invite des acteurs, il n'y a pas vraiment une coproduction de savoir, comme je viens de le dire, par rapport à cette idée de créer des référentiels communs qui permettent de mettre des mots sur des processus réflexifs. Alors, parce que tout le monde n'est pas, obligatoirement, dans ces séminaires-là, dans un processus de réflexivité, justement. Voilà. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Moi, j'aimerais bien intervenir si Monsieur vous me Ndiaye, le permettez. on voit vos lèvres bouger. Oui, c'est Abdourahmane Ndiaye. Je suis très content d'être ici cet après-midi avec vous. J'ai appris beaucoup de choses qui m'ont interpellé. Et en l'occurrence, la question qui me turlupine, c'est celle de l'épistémologie sud. Je suis sénégalais d'origine, je travaille ici à Bordeaux et j'ai encore des relations de recherche très ténues avec mes collègues de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et à ce propos, l'idée de la recherche-action, moi, telle que je l'entrevois, c'est une tentative de remise en cause des institutions. Et donc, de sortir un petit peu de la recherche balisée, institutionnelle, homologuée par les pairs, comme vous dites. Et la question que je me pose, c'est à propos du système de validation des connaissances qui sont produites. Qui les valide? Qui est en mesure de le faire? Qui a la légitimité de le faire? Et donc, du coup, la question du comment on valide les connaissances se pose aussi. Par exemple, nous, sur l'économie, on évite de plus en plus les approches conventionnelles standards. On parle de plus en plus, non pas de l'économie solidaire, mais de l'économie populaire. J'ai entendu le terme tout à l'heure, de l'économie populaire. Mais attention, l'économie populaire n'est pas forcément solidaire. L'économie populaire, elle peut ne pas être dans une approche d'économie sociale et solidaire. Et donc, du coup, je pense que le concept d'économie populaire solidaire pourrait être un concept intéressant à travailler, puisque, du coup, elle redessine un champ où la légitimité des acteurs est portée par comment dirais-je, l'approche coopérative, la logique coopérative. Or, l'économie populaire, elle peut être, comme ça a pu être pratiqué au Sénégal, par exemple, ça peut être une économie capitaliste, entre guillemets, aux pieds nus. C'est-à-dire, ils ont une approche capitaliste, ils ont une approche qui s'inscrit complètement dans la sphère marchande, mais en même temps, ils sont dans une économie populaire qui répond à des besoins de la population réelle. Ce qui nous amène à poser la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt d'économie réelle que d'économie conventionnelle, parce que l'économie conventionnelle, telle qu'elle saisit les dynamiques populaires, est très défaillante. Elle n'arrive pas à mesurer tout ce qui sort un petit peu du cadre du marché. Et ma question, c'est celle-là, qui valide, comment, dans quel dispositif, etc. etc. Merci. Merci pour votre question. Avant de répondre, peut-être je vais aussi vous lire le témoignage qui est dans le chat, et ainsi que donc pour info un atelier sur la recherche-action dans les coopératives le 9 juillet. Donc il y a aussi à l'Institut français du monde associatif, nous cherchons à inventer de nouvelles modalités de soutien à la recherche coproduite par des acteurs associatifs et des chercheurs dans le cadre d'un programme de recherche sur le fait associatif que nous portons avec le mouvement associatif dans les Hauts-de-France. Nous accompagnerons l'émergence et la conduite de travaux de recherche sans passer par l'appel à projet, et les notions d'automissionnement et de tiers espace, mais aussi de droit à l'expérimentation font clairement sens vis-à-vis de notre démarche. Et on a une autre question de Gilles Kerr qui est: peut-on considérer que la recherche-action est à la société civile ce qu'est la recherche-développement en entreprise? Et donc, je vous laisse la parole avant d'enchaîner sur la prochaine session.
J'avais beaucoup d'interpellations et je ne suis pas certain, modestement, de pouvoir vraiment être pertinent sur toutes les questions. Sur épistémologie du Sud, moi j'avoue que j'ai pas, enfin ça fait partie des débats notamment mis en avant, notamment ça a été, faut voir d'où ça vient, c'est bien le dialogue finalement autour de l'économie solidaire au niveau international qui a obligé les chercheurs européens à se décentrer et à montrer qu'il y avait des champs autonomes, il y avait une autonomie de la pensée des acteurs ailleurs qu'en Europe sur le champ. Et parce qu'il y a pu y avoir aussi une hégémonie, une imposition des concepts, y compris dans la tradition coopérative, de dire, bah voilà, le Sud est une sorte de terrain d'expérimentation des concepts, deux concepts issus du Nord. Faut pas, voilà, il y aurait une histoire à revisiter là-dessus, notamment sur l'économie du développement. Et donc, effectivement, cette découverte aussi d'autres épistémologies, elle est liée de ce dialogue et de montrer qu'il y avait d'autres manières de concevoir, y compris l'ESS, y compris avec un lien avec, c'était plus effectivement le débat économie populaire, économie solidaire que l'économie sociale et solidaire qui était le débat francophone. Donc ça, c'est une première. Donc ça suppose aussi effectivement des dispositifs différents, me semble-t-il, de validation et de regard sur les savoirs et effectivement les définitions, par exemple, dans les comparaisons internationales, on sait de l'économie sociale et solidaire qui part du formel pour pouvoir produire de la statistique, ce n'est pas adapté à toute une série de circonstances parce que ça laisse tomber toute une partie du populaire parce que effectivement, les deux premiers critères, une organisation privée, deux formelle, bah, ça rentre pas dans les cases. Donc ça permet de réinterroger les catégories qui ont permis de stabiliser l'ESS, notamment sur le plan, par exemple, statistique, dans les pays du Nord. Au-delà de ça, il me semble qu'il y a un autre enjeu, c'est qu'effectivement, autour de l'ESS, on voit qu'il n'y a pas de terminologie universelle. Donc, ce sera ma deuxième. Et donc, on voit bien que derrière, il y a peut-être une réflexion de voir que c'est toujours des notions qui sont ancrées dans le vécu des acteurs et dans les territoires. Donc, c'est des constructions historiques particulières qui ont à la fois leur richesse parce que ça renvoie finalement à des réalités, à mon avis, de formes d'économie vécues et ancrées dans les territoires et dans le vécu des acteurs. Et en même temps, c'est un inconvénient, c'est que c'est l'universel localisé. Donc, c'est difficilement universalisable dans le langage hégémonique économie néolibérale où on parle de marché, on sait que les marchés sont pluriels, mais le mot marché, il parle à tout le monde. L'État, à peu près, on voit à peu près ce que c'est. Mais alors, une économie un peu différente qui va s'appeler économie sociale et solidaire en France, qui va s'appeler tiers secteur ailleurs, économie populaire ailleurs, c'est, voilà, là, on est dans la pluralité des terminologies qui ont une réalité locale et donc je pense que ça renvoie aussi à ça. Après, sur épistémologie du Sud, troisième remarque, je pense que c'est une interpellation fondamentale qui oblige à nous décentrer, mais en même temps, il y a eu de l'économie populaire et il y en a encore dans nos pays. Et dans l'histoire du mouvement ouvrier, dans l'histoire du mouvement paysan, il y a eu de l'économie populaire et il y en a encore. Il faut pas, voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense que cette épistémologie du Sud, elle est l'écrasement par les savoirs formalisés d'autres formes de savoir et de pratiques. On peut revisiter notre histoire aussi à partir de là. Donc, je ne sais pas s'il faut dire qu'il y a du Sud dans le Nord ou formuler les choses différemment, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête. Et puis, j'ai un peu oublié les autres questions au passage. Oui, je sais que l'IFMA, dont je participe, l'Institut français du mouvement associatif, essaye justement d'articuler mieux dans ces formes de soutien des formes de recherche-action et je trouve ça bien que des financeurs se positionnent là-dessus. Voilà. Et sur la question de la R&D, je ne serai pas en mesure de répondre.
Euh, Très rapidement, parce que je crois qu'on dit, je ne vais pas répondre longuement sur l'économie populaire, mais je vous renvoie, là, je vous mets dans le chat. Vous avez coupé votre micro. Voilà, pardon, excusez-moi. J'ai dit que j'ai mis dans le chat un site qu'on a créé sur la plateforme Recherche Action qui s'appelle Rue Marchande, qui correspond à une expérimentation qu'on développe depuis une dizaine d'années avec les récupérateurs vendeurs de rue. Donc, pour essayer justement de faire avancer dans un pays riche comme la France, cette idée d'économie populaire qui est effectivement pas anticapitaliste, mais infracapitaliste, mais qui peut aussi en elle-même poser des alternatives de développement auquel n'est pas dans la possibilité aujourd'hui de répondre l'économie sociale et solidaire institutionnelle, on va dire coopérative, etc., classique, qui finalement reprend aussi un peu calqué aussi sur le modèle marchand, quoi. Et donc, en tout cas de productiviste, quoi. On a créé ce collectif, on écrit des articles, vous pourrez y référencer. Et continue peut-être le dialogue, si vous avez envie sur ces questions-là, ce sera avec plaisir, si ça vous intéresse. On continue à réfléchir sur ces questions-là et se poser la question pourquoi cette dimension d'économie populaire est si peu intégrée, aussi bien d'un côté des collectivités territoriales que de l'autre côté du champ universitaire. Voilà. Donc, ce qui pose, il y a aussi une dimension intéressante dans l'épistémologie du sucre, qui est aussi le droit au savoir, le droit d'accéder directement au savoir, ce qui est aussi une autre question, voilà, qui se pose à travers ça. Et sinon, peut-être pour répondre aussi à la question, la recherche-développement, etc., ça peut être justement ça aussi une réponse, c'est-à-dire que je pense que la recherche-action se situe entre la recherche impliquée, type recherche-développement, technicienne, et la recherche de type institutionnel universitaire. Se situe encore une fois dans ce tiers. Et par rapport à une économie populaire, elle pourrait, d'une manière assez intéressante, faire la liaison entre des formes justement expérientielles de développement économique sur les territoires, qui peut exister par exemple, à la dimension de tiers-lieu, qui a été un peu dévoyée, là aussi récupérée par une certaine classe créative dans une logique assez marchande classique, mais il y a toujours ce mot tiers qui nous questionne derrière tiers-lieu, et qui pourrait être aussi une manière là d'être un champ de travail, justement, entre recherche-développement, recherche-action et recherche universitaire. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages et vos interventions qui ont été vraiment très riches et très intéressantes. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à la deuxième session de cet après-midi.